Bonjour, c'est l'Instant T, votre rendez-vous quotidien avec l'info. Alors savez-vous ce que sont les biens communs? Il s'agit de ressources matérielles ou immatérielles, accessibles à tous gratuitement sur la base du partage. Et Brest y consacre justement un festival jusqu'au 18 octobre prochain. Ronan Pichon, vous êtes élu à la mairie de Brest en délégué au numérique. Bonjour. Bonjour. Et c'est vous qui pilotez l'événement, entre autres. Alors vous êtes venu avec David Bruto et Mathieu Roquet. Bonjour messieurs. Bonjour. Vous êtes les concepteurs de FlatShape, une plateforme d'échange de plans de construction. On parle de tout ça tout à l'heure ensemble. Et puis c'est jeudi, le jour de votre bref de chambre que vous retrouverez tout à l'heure. Le jeudi, c'est aussi le jour de Benjamin Bréon. Bonjour Benjamin. Incroyable. Bonjour Pauline. Alors, sur quels sujets se sont enflammés les réseaux sociaux cette semaine? En fait, il y a eu 3 sujets principaux. Nadine Morano, bien sûr, le DRH d'Air France et puis les seins de Miss Bretagne. Je vous laisse deviner pour les raisons d'audimat duquel j'ai choisi de parler. On se doute et on a hâte d'en savoir plus tout à l'heure dans l'Instant Web. Et le meilleur pour la fin, Julie Sicot est Merci avec Pauline. nous. Bonjour Pauline. Julie, la santé, ça va? Ça va. J'ai échappé aux microbes de cet automne, mais je suis quand même allée voir des médecins cet après-midi lors d'un généraliste dating. Ah, on en parle dans un instant. Mais tout de suite, on démarre avec les manifestations qui ont eu lieu dans le Finistère ce jeudi. À l'occasion d'une journée nationale de mobilisation interprofessionnelle, de nombreuses opérations escargots ont perturbé la circulation sur les voies express au nord et au sud du département. Ces manifestants rejoignaient les cortèges de Brest et de Quimper. Alors, ils étaient près de 400 dans la cité du Ponant et 300 dans la capitale de Cornouailles. Parmi eux, beaucoup de salariés de la fonction publique, comme le personnel enseignant ou hospitalier. On écoute à ce propos Marie-Annick Lebert de l'Union locale CGT à Quimper. Je suis en grève pour de meilleurs salaires, pour de meilleures conditions de travail. On vit aujourd'hui quelque chose d'affreux dans les entreprises, les gens en ont marre, ils sont à bout. On nous parle de dialogue social, on en a plein la bouche, sauf que le dialogue social, il n'existe plus depuis longtemps. Les patrons font ce qu'ils veulent, le gouvernement fait ce qu'il veut. Il y a encore un nouvel exemple, c'est l'accord sur les rémunérations des fonctionnaires notamment, qui n'est pas signé à 50% et qui va quand même passer en force parce que M. Valls a décidé qu'il devait passer en force. On ne respecte plus la représentativité, on ne respecte plus les représentants du personnel, on ne respecte plus les salariés aujourd'hui. Alors Julie, aujourd'hui vous vous êtes rendue à un généraliste dating. Expliquez-nous ce que c'est. Oui Pauline, je suis sûre que vous connaissez le principe des speed dating. Oui. Oui, mais nos téléspectateurs ne savent peut-être pas ce que c'est, eux. Alors il s'agit lors d'une soirée de rencontrer plusieurs personnes, une par une, et qui sait peut-être que se trouve dans le lot votre âme sœur. Eh bien ce jeudi, pas question d'amour, enfin pas seulement. On a aussi parlé médecine. Une dizaine de communes du Finistère ont été vanter leur charme aux étudiants de médecine de la fac de Brest. L'objectif, leur donner envie de partager un bout de chemin ensemble en s'installant comme praticiens dans leur commune. C'est une initiative originale. Oui, tout à fait. C'est l'ARS, l'Agence régionale de santé de Bretagne, qui joue les entremetteurs. Une première édition de ce généraliste dating a eu lieu au mois de juin à Rennes. Ce jeudi, c'était donc à Brest que les cœurs en peine devaient se retrouver. Chaque commune devait préparer une vidéo de présentation. Cet été, on avait notamment évoqué celle d'Huelgoat en centre-Bretagne. Alors, ces communes ont souvent misé sur l'humour pour attirer les futurs praticiens. Plouvorne, entre Landivisiau et Morlaix, s'est également prise au jeu. Toute la commune est depuis 1 an à la recherche de médecins. Bon, et bien tout de suite, on regarde votre reportage. À Plouvorne, le maire et la pharmacienne avancent main dans la main. Bonjour. Depuis presque 1 an, ils sont à la recherche de médecins généralistes. La commune est classée zone fragile selon l'Agence régionale de santé. 2 médecins de 65 ans travaillent encore sur la commune, mais près de 40% des habitants ne se font plus soigner à Plouvorne. Moi, je suis beaucoup moins inquiet aujourd'hui qu'il y a 1 an. Parce que le fait d'en parler, nous avons établi des contacts à droite et à gauche. Toute la commune est mobilisée dans cette recherche. Au mois d'août, les professionnels de santé de la commune se sont unis au sein de l'association Plouvorne Santé. Tous les professionnels de santé dépendent des médecins. Si on n'a pas de médecin dans une commune, aussi bien pour les professionnels de santé que pour la commune elle-même, une commune sans médecin, c'est pas possible. Une commune comme Plouvorne sans médecin, c'est pas envisageable. Un clip de 60 secondes a été réalisé pour vanter les mérites de la commune, dont ce nouveau local prêt à recevoir plusieurs médecins. Sinon plus, vous n'avez pas trouvé? Non, ces locaux tout beaux et tout neufs sont désespérément vieux.
Un local qui apparaît comme un atout charme auprès des futurs médecins. Le clip a été visionné par Élise en 10e année. Elle est venue se renseigner sur Plouvorne lors de ce généraliste dating. On a envie de travailler en collaboration, d'être à plusieurs médecins généralistes, de travailler avec les infirmières, ostéopathes, kinés, tout ça. Sur le stand de la commune, les contacts ont été bons. La présidente de l'association repart avec quelques numéros. On a une dizaine de contacts à peu près. On a des jeunes femmes qui nous ont laissé leurs coordonnées et qu'on n'hésitera pas à relancer. 70 étudiants étaient inscrits à ce généraliste dating. C'est 2 fois plus que lors de la première édition à Rennes. Alors Julie, on le voit bien dans votre reportage, la problématique du désert médical reste toujours d'actualité dans certaines communes, mais est-ce que la situation s'améliore ? Rappelez-vous, Pauline, le 13 décembre 2012, en Poitou-Charentes, Marisol Touraine, ministre de la Santé, présentait le pacte territoire santé, un vaste projet comprenant 12 engagements pour lutter contre la désertification médicale, un sujet de préoccupation important pour bon nombre de Français. Dans le département, en tout cas, les résultats ne sont pas apparus miraculeusement. Alors on va le voir sur une carte. En 2012, une seule zone dans notre département a été définie comme zone prioritaire, c'était le canton du Helgoat. En 2014, plusieurs zones se sont ajoutées, Élian, Sker, Banalec, mais aussi Plébin. On a justement questionné l'Agence régionale de santé de Bretagne sur ce sujet. Il y a quand même, dans certains territoires, et notamment dans le centre-ouest Bretagne, à certains endroits, malgré les initiatives des professionnels de santé, encore des difficultés d'accès à un médecin généraliste. La Bretagne est cartographiée en 190 territoires de premier recours, donc basés sur l'offre ambulatoire libérale pluripro. Dans ces 190 territoires, vous avez un peu plus de la moitié auxquels on s'intéresse de manière prioritaire, où on souhaite que un exercice pluriprofessionnel se monte parce qu'il rencontre notamment des difficultés démographiques. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail d'hommes, de femmes, on est sur l'évolution des comportements, des organisations du travail. Alors pourtant, Julie, des mesures ont été mises en place dans notre département. Oui, évidemment, le Finistère a bénéficié des 12 engagements prévus par la ministre, parmi lesquels notamment le contrat de praticien territorial de médecine générale, le fameux PTMG. L'administration française adore nous donner de jolis acronymes. En 2013, on avait rencontré le docteur Lopin, une toute jeune médecin. Elle s'installait à Plougonvin. Elle était la première signataire dans le département de ce contrat. Alors un contrat qui était là pour faciliter son installation en garantissant un revenu minimum. C'est-à-dire que le temps qu'elle construise sa patientèle, l'État, en tout cas le ministère de la Santé, lui fournissait un revenu minimum malgré le nombre d'actes effectués, mais aussi une meilleure couverture maladie. Son contrat au docteur Lopin se termine. Elle nous a confié avoir apprécié ce soutien à l'installation. Depuis lors, le contrat, le PTMG, a trouvé d'autres signataires en Bretagne. Ce sont près de 29 jeunes médecins qui l'ont signé, dont 9 dans notre département. Les initiatives se mettent en place, mais ça va prendre un petit peu de temps, comme le disait l'ARS. Merci Julie pour cet éclairage. Et en parlant de santé, ce jeudi, c'était la journée mondiale de la vue. L'occasion pour les Brestois de faire tester leur vision gratuitement par des opticiens. Alors une manière de vérifier s'il n'y a pas urgence à consulter un ophtalmologiste. Anaïs Pato est allée y voir de plus près. Test de la vision de loin, de près, test des couleurs ou encore du relief. Une dizaine d'opticiens se sont relayés ce jeudi pour vérifier la vision des Brestois. Ce ne sont pas des consultations médicales, loin de là, mais c'est déjà pour essayer d'avoir une notion de la vue des patients. Vous avez dit, depuis combien de temps vous avez des lunettes ? L'idée de cette journée mondiale de la vue est plutôt d'effectuer les contrôles basiques et de voir s'il y a une urgence à consulter un spécialiste. Les opticiens présents toute la journée font les tests sans rendez-vous, un moyen rapide de savoir si votre vue a par exemple décliné. Il y a des gens qui ne se rendent pas compte qu'ils ne voient pas bien. On s'habitue à mal voir parce que ça n'arrive pas brusquement, ça arrive ça arrive progressivement et on ne s'aperçoit pas qu'on voit mal en fait dans ces lunettes, et ça permet aux gens de s'apercevoir et de les mettre face à ça. Les résultats des tests ne permettent malheureusement pas de diminuer le temps d'attente chez votre ophtalmologiste. Depuis cette année, par contre, vous pouvez vérifier votre vue chez les opticiens sous certaines conditions. Depuis le 1er septembre, en fait, les ordonnances de lunettes sont valables 3 ans. On peut reprendre la correction en magasin et vérifier la vue. C'est la 5e fois que cette journée mondiale de la vue est organisée. L'an dernier, 287 tests avaient été effectués. Cette année, il semblerait que le nombre soit moins important.
Opération béton pour le plateau des Capucins à Brest pour construire la future rue des Arpettes. Une dalle en béton de 800 mètres cubes a été réalisée ce jeudi, nécessitant pas moins d'une centaine de camions. Explication avec Frédéric Lorenzo. Opération exceptionnelle ce jeudi sur le chantier des Capucins à Brest. Le coulage de cette dalle, la future rue commerçante appelée Allée des Arpettes. C'est un plancher qui fait 1340 mètres carrés. On est sur 60 cm d'épaisseur, donc dedans on a 40 tonnes d'acier en armature. On a 720 mètres cubes de béton, ce qui explique le coulage en continu depuis 6 heures jusqu'à 17-18 heures ce soir. Pour acheminer ce volume impressionnant de béton, une centaine de camions toupies se sont relayés toute la journée. Quand on dépasse les 200 mètres cubes, on est à 750 pour la journée. Passer 200 mètres cubes, 200-300 mètres cubes, on commence à être dans l'exceptionnel. Dispositif exceptionnel pour monter le béton à l'étage, cette pompe de 38 mètres de long. Une pompe à béton, celle-ci fait 38 mètres de bras et elle a 5 bras. Voilà, pour pouvoir se plier dans tous les sens. Pour amener le béton jusqu'en haut du radier là-bas. Aujourd'hui, il y a 800 mètres cubes à couler. C'est vraiment exceptionnel. Pour soutenir les 800 mètres cubes de béton, un millier d'étais, ces gros tubes métalliques dont il faut vérifier la position en continu. Je vérifie que le coffrage ne bouge pas au coulage. On lui applique un poids important, à 60 cm de béton, ça représente pas mal de poids. On est à 3,5 tonnes sur chaque été. Particularité de la dalle de l'Allée des Arpettes, une portée de 35 mètres, en clair, un ouvrage qui doit se comporter comme un pont. C'est des torons qui sont pas pris dans le béton, c'est-à-dire qu'ils sont encore libres de mouvement. Une fois que le béton qu'on a mis en œuvre aujourd'hui aura suffisamment séché, il aura atteint une certaine résistance, on vient remettre en tension ces torons. C'est vrai que ça s'apparente un peu à un pont. Alors c'est pas exactement dimensionné comme un pont, mais ça s'en approche. Le chantier des Capucins va se poursuivre encore pendant de longs mois. Ce week-end, le plateau sera exceptionnellement ouvert au public pour la seconde édition de la Marche des Capucins. Jardin partagé, échange de services ou de savoir, contenu éducatif ouvert ou encore logiciel libre, tout cela fait partie, entre autres, des biens communs à l'honneur en ce moment à Brest. On vous explique tout ça maintenant avec nos invités. Ronan Pichon, vous êtes donc délégué au numérique à la mairie de Brest. Vous êtes très impliqué dans le festival Brest en bien commun qui se déroule actuellement et jusqu'au 18 octobre à Brest. David Bruto et Mathieu Roquet, vous êtes les initiateurs et développeurs de FlatShape, une plateforme d'échange de plans de construction, que ce soit pour de l'habitat ou du mobilier. Ces plans sont gratuits. Forcément, vous participez au festival Brest en bien commun. Ronan Pichon, les biens communs, c'est quoi exactement? Écoutez, vous l'avez dit un petit peu en introduction, des biens communs, c'est des biens dont on partage à la fois l'élaboration, les fruits éventuellement, la gouvernance, c'est-à-dire qu'on se met à plusieurs, mais c'est une gouvernance ouverte, c'est-à-dire que tout le monde est invité à y participer, à contribuer, à prendre des décisions dans les choix qui sont faits et à profiter aussi de ce qui en est retiré. C'est le collaboratif appliqué à tous les domaines. C'est un domaine collaboratif de gouvernance, de biens, d'appropriation. C'est un apprentissage de la coopération, de la contribution aussi, puisqu'on est invité chacun à apporter sa petite pierre à l'édifice du bien commun auquel on collabore. Donc on est vraiment sur des démarches contributives, coopératives. Et voilà, Brest n'est pas à la traîne dans ce domaine-là. Ah non, bien au-delà. Non seulement nous ne sommes pas à la traîne, mais j'irais même jusqu'à dire que nous sommes plutôt en avance, puisque Brest en bien commun, c'est une manifestation qui en est à sa 4e édition. Et donc ce sera plus de 50 événements sur cette semaine et la semaine suivante, un peu partout dans la ville. Et ce festival a fait des petits, puisque l'édition précédente, il y a 2 ans, il y avait un événement Ville en bien commun où on retrouvait des démarches un peu similaires sur toute la France. Et là, cette année, on a une initiative à l'échelle francophone qui s'appelle Le Temps des communs, qui anime un réseau d'événements autour des biens communs sur l'ensemble de la francophonie.
Donc on est à quelques centaines Peu d'événements. précurseur pour Brest. Voilà, là dans le domaine. on est vraiment précurseur. Alors quand on dit bien commun, on peut penser tout de suite au jardin partagé. Ça a été un des premières choses très concrètes qui parlaient aux gens au niveau des biens communs, ou encore plateforme d'échange de services. Mais les biens communs vont bien plus loin, comme en témoigne FlatShape. David, comment est venue l'idée d'échanger gratuitement des plans de construction ? Alors, on s'est inspiré de plateformes existantes dans le domaine anglo-saxon, mais qui étaient destinées essentiellement aux professionnels. Il y en a une qui existe, qui est très connue, qui s'appelle OpenDesk. Ce qu'on voulait, c'est que notre plateforme puisse s'adresser également aux néophytes, aux personnes non initiées et aux professionnels. Ça veut dire que qui peut participer qui peut mettre des plans sur FlatShape? Ça peut être des architectes, ça peut être des designers, mais aussi Julie ou Benjamin, par exemple. Voilà. Si je dessine une maison, je peux la mettre. Une maison, oui. Peut-être pas les compétences, pour mais... l'utilisateur, quelle est la garantie que les plans sont fiables, par exemple? Alors, Mathieu. C'est ça aussi qui est intéressant dans la dimension collaborative, c'est qu'effectivement, on envisage le site comme un moteur d'élaboration, en fait. On n'est pas obligé de déposer quelque chose de forcément très abouti. Par exemple, quelqu'un peut avoir conçu une cabane de jardin qui convienne tout à fait à un usage qui lui est propre, et ne pas convenir à un usage pour d'autres personnes. Et c'est là qu'il peut y avoir un échange. On peut apporter des modifications, c'est ce que disait Renan tout à l'heure. Ce qu'on appelle des dérivations à partir d'un plan donné, voilà, pour le rendre plus fiable ou pour le transformer. Ce qui veut dire qu'on sort complètement d'un système économique où quand on fabrique quelque chose, on le brevette et on en tire un bénéfice. Ouais, là, pour le coup, on sort du système économique, malgré tout, on fait l'usage de licences, qui sont des licences libres. Type art libre ou Creative Commons. Mais alors justement, je vais aborder l'aspect économique. Comment vous gagnez de l'argent? Alors, c'est peut-être pas le but en même temps. Non, c'est pas le but, mais j'imagine qu'il faut quand même le financer. C'est des gens qui travaillent comme vous là-dessus. Là, on a eu le soutien de la ville de Brest et du ministère de la Culture et de la Communication pour le lancement. Après, on va avoir toute l'année suivante pour rechercher des financements pour faire vivre cette plateforme. Pour l'instant, ça se base sur du bénévolat essentiellement. Alors c'est ça, Renan, en fait, sans bénévoles, pas vraiment d'initiative autour des biens communs? Alors, les bénévoles ont un rôle essentiel, hein, mais parce que là, par exemple, sur les 50 initiatives de Brest en bien commun, l'immense majorité n'est possible que parce que derrière les cabas des champs, derrière Ultra Édition, derrière la Maison du Livre, il y a des bénévoles. Mais ça n'est pas... Alors, c'est un modèle qui correspond à une bonne partie des biens communs, mais ça n'est pas le seul. Moi, je pense aussi à un exemple qui est le monde des logiciels libres, puisque on sait qu'aujourd'hui, l'essentiel de l'infrastructure numérique sur laquelle que nous utilisons tous les jours est bâti sur des logiciels libres, donc des logiciels qui correspondent tout à fait à la définition de biens communs, et ce sont des logiciels qui sont bâtis par des professionnels, qui sont payés, et il y a possibilité de mélanger, enfin de mettre ensemble un modèle économique qui permet de générer des revenus et des salaires et de mettre en bien commun ce sur quoi on travaille. Et il va falloir mener tout ça pour que ça soit pérenne, en fait, ces projets-là. Oui, tout à fait. Donc c'est vraiment... tout n'a pas vocation à devenir, à donner lieu à une activité marchande ou à générer des revenus, mais ça reste une possibilité pour de nombreux biens communs. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand un ensemble de professionnels ont des préoccupations communes, dans le logiciel, c'est par exemple, pourquoi faire 50 logiciels différents quand un seul répond aux besoins, et que finalement les 50 entreprises qui bénéficient de ce logiciel, plutôt que de développer chacun un logiciel à moitié fait, contribuent partiellement au financement du projet dont elles retirent les fruits, puisque ensuite leurs services s'appuieront sur ces logiciels. Ça, c'est un exemple dans le monde du logiciel, mais on peut le retrouver partout dans tous les domaines. Alors d'ailleurs, domaines. tous les domaines sont représentés. Il n'y a pas que du numérique présent pendant le Festival des biens communs à Brest. On n'a pas le temps de tout détailler, mais en tous les cas, tous les rendez-vous sont sur brest.fr. Donc vous pouvez vous y rendre. C'est jusqu'au 18 octobre. Dès le 13 octobre, on retrouve FlatShape qui sera lancé. Qui sera lancé au Centre d'art contemporain Passerelle.
après, on le retrouve 18h30. sur Internet, Voilà. fatshape.org. Voilà. Merci en tous les cas, messieurs, d'être venus. Il est tout de suite temps de retrouver Sébastien Chambre qui nous explique de manière très illustrée ce qu'est une frappe chirurgicale. Salut, qu'est-ce qu'une frappe chirurgicale? Une frappe chirurgicale est une action militaire qui, grâce à la technologie, permet de cibler et de frapper une cible sans faire de dégâts dans les populations civiles. Grâce à la frappe chirurgicale, un quartier général, une base militaire ou un entrepôt qui abrite des armes de destruction massive peuvent être éradiqués avec précision. Démonstration. Imaginez une petite ville, avec son école, son hôpital, sa clinique vétérinaire, ses habitants, sa maison de retraite, ses quartiers résidentiels, un puits de pétrole ou peut-être encore une entreprise européenne. Au cœur de cette petite ville se sont installés des monstres sanguinaires qui oppressent la population locale et inondent le monde de leurs actions terroristes. Grâce à la frappe chirurgicale, il me suffit de rentrer avec précision les coordonnées de la cible à éradiquer et, tel un bistouri, d'ôter la verrue du corps sain. J'ai pas fait exprès. Là, c'est ce qu'on appelle des dommages collatéraux. Les dommages collatéraux, c'est quand on a massacré plein de civils, mais sans faire exprès. Le plus dur pour les dommages collatéraux, c'est pour les pays qui sont responsables, parce qu'ils vont s'en vouloir toute leur vie. Bon, on a quand même réussi à sauver une industrie européenne. Ah, puis le puits de pétrole aussi. Bon, c'est déjà ça, quoi. Tout le monde peut se tromper. Donc si vous aussi, vous avez fait une petite erreur et vous avez tué des innocents, rappelez-vous que l'erreur est humaine et surtout, la prochaine fois, n'oubliez pas d'être formidable. Allez, tout de suite, on retrouve Benjamin Bréon dans l'Instant Web. Et Benjamin, vous allez enfin nous faire une chronique avec du sex appeal dedans. Exactement, parce que je ne vais pas l'apprendre à grand monde, mais le haut de Miss Bretagne a fait débat cette semaine. Oh. Le comité Miss France irremplaçable. Pardon, l'absence de haut. En tout cas, le comité Miss France irremplaçable, ambassadeur du bon goût à la française, a décidé de la suspendre pour quelques photos trop peu habillées à son goût. Alors sur le fond, pour être tout à fait franc, j'ai pas d'avis, sans doute parce que j'y vois pas tellement d'intérêt. Mais sur les réseaux, des avis, il y en a eu, et pas qu'un peu. D'autant qu'une caractéristique des réseaux, c'est que plus on veut cacher quelque chose, bien sûr, plus la chose, si on peut dire, devient visible. Et donc la dite photo a fait le tour de la toile en moins de temps qu'il n'en a fallu à la dite Miss Bretagne pour dégrafer son soutien-gorge. Pour être franc, il paraît qu'il y a eu d'autres photos plus osées qui, elles, ont disparu et que j'ai donc pas trouvées, mais comme je suis professionnel jusqu'au bout, je continue à chercher, bien sûr. Pour en revenir au réseau, ils ont réagi surtout en soutien à la dite Miss Eugénie Journet de son nom, dont mardi fut pas vraiment la sienne, et c'est par Facebook qu'elle s'est exprimée. Alors on voit qu'il y a plusieurs tweets de sa part assez fleuris qui ont circulé, mais c'était un faux compte, comme quoi sur les réseaux plus qu'ailleurs, il faut se méfier de tout le monde. En revanche, on a eu droit à des tas de réactions, alors des réactions outrées à base de scandales, de honte, et même de « Je suis Miss Bretagne » sur le modèle de « Je suis Charlie ». Il fallait quand même la sortir. On a eu droit aux dénonciations du caractère, je cite aussi, rétrograde, hypocrite, misogyne des organisateurs dont on s'étonne d'ailleurs qu'ils n'aient pas regardé sa page Facebook avant le défilé. Si c'est vraiment le cas, ce dont je doute effectivement, il faudrait qu'ils changent de métier, FISA. On a eu droit aux comparaisons diverses et variées. Heureusement que Marianne n'a pas postulé. A ainsi posté Marion Moret, comme on voit actuellement. Le dessinateur Bidu a fait lien avec une autre actualité chaude, c'est le cas de le dire, de ce début de semaine. On parle bien sûr du DRH d'Air France. Et original aussi, ce tweet bien trouvé d'un certain Pat Cool, de retour dans les années 70. Emmanuel. Et ouais, Emmanuel, l'affiche d'Emmanuel placardée en Bretagne. Alors comme il y a des gens qui perdent pas le nord, on a aussi eu droit aux enflammades habituelles des marketeurs de l'information, racolant le lecteur à base de termes du type les photos hautes, les photos osées, les photos dénudées et compagnie. Pour une ombre en clair-obscur, c'était quand même plutôt bien vendu. Mais ils auraient eu tort de se priver. Si on regarde les stats Google sur Miss Bretagne, 3 des 7 premières recherches concernent Miss Bretagne nue. Et ouais, bon, tout ça pour ça, vous allez me dire, eh ben oui, alors qu'on s'en moque,
Eh ben non, et c'est là qu'à défaut de la baleine du soutien-gorge, c'est le bas qui blesse, parce que je peux vous l'affirmer, j'ai vérifié les stats de consultation du Télégramme, le sujet le plus lu, évidemment, cette semaine, je vous le donne en mille, c'est celui-là. Et autre preuve, ça fait 2 minutes à peu près que vous m'écoutez, en espérant que je diffuse une autre photo de la Miss, ce que je ne ferai pas, on ne mange pas de ce pain-là, donc on n'est pas du genre à traiter des sujets racoleurs tel le Bernard de la Villardière moyen. Et d'ailleurs, dans le triptyque sexe, drogue et nuit chaude de la BAC, pour l'instant, je ne vous ai parlé ni de drogue, ni des nuits chaudes de la BAC. Ce sera pour la semaine prochaine. Ouais, on verra ça. Merci, Benjamin. Je rappelle que le festival Brest en bien commun, c'est jusqu'au 18 octobre. À Brest, comme son nom l'indique. Benjamin, on vous retrouve jeudi prochain. Les autres, merci beaucoup d'être venus sur le plateau. Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle émission de l'Instant T. D'ici là, passez une excellente soirée sur TBO. Ciao.